Fauteuil blanc. Le plus grand magazine sociopolitique est de retour. Inscrivez votre action dans l'histoire d'un Congo dynamique. Portez votre œuvre d'intérêt national à la connaissance publique. Vous devenez comme des automates. Parlez de vous et du Congo qui change. Vérifier la capacité. Économie, infrastructure, politique, sécurité. En leur donnant déjà un logement, c'est leur apprendre à pêcher. Fauteuil blanc, le rendez-vous des décideurs. Devenez un électron libre. Membres du gouvernement, mandateurs publics, acteurs politiques. C'est maintenant votre tour. Fauteuil blanc. Bientôt, c'est vous. Le monde change, le monde bouge, le Congo aussi a ses prérogatives, ou plutôt ses ambitions. Coopérer avec qui, pourquoi et pour gagner quoi? Aujourd'hui, on en parle dans Fauteuil blanc. Bienvenue à tous, merci de votre fidélité à votre chaîne Télé 50 à travers le monde. Merci de cette confiance encore renouvelée aujourd'hui avec le retour de ces grands rendez-vous des décideurs ici en RDC avec le nouveau gouvernement de Ilunga Ilunkamba qui vient en tout cas de s'installer. Pas plus que hier, le nouveau Premier ministre a déclaré son patrimoine. Aujourd'hui, son ministre d'État en charge de la coopération internationale, régionale francophonie aussi, c'est notre invité du jour, mais je vous remercie en tout cas de votre fidélité et l'assistance qui est là avec nous ici en direct de Kinshasa va l'applaudir parce que notre invité s'appelle Guillaume Mandiolo. Monsieur le ministre, bienvenue sur ce plateau de Télé 50. Merci. Qui sera en tout cas renouvelé, pour ne pas dire accueilli également sur d'autres chaînes de télévision à travers le monde. Nous sommes en Mondo Diffusion aujourd'hui. C'est un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau pour votre premier rendez-vous avec le public congolais, panafricain international. Vous êtes les tout premiers ministres de ce gouvernement de Ilunkamba qui fait en tout cas l'exercice le plus difficile, c'est-à-dire parler de vous, parler de la République, des ambitions que vous avez. Et je suis très heureux de vous accueillir. Bienvenue, monsieur le ministre. Merci, le plaisir pour moi. Alors, est-ce que vous êtes bien d'abord? Parce qu'on dit toujours que les ministres, lorsqu'ils arrivent sur le plateau, il y a l'angoisse, la hantise. Personnellement, vous vous sentez comment? Non, c'est un exercice un peu différent puisque j'ai eu à faire ces plateaux dans d'autres conditions alors que je n'étais pas ministre. J'étais juste la cheville ouvrière de la République dans certains domaines. Aujourd'hui, je viens en tant que décideur dans un département qui m'a été conféré pour gérer. On a parlé, maintenant on doit agir. On a proposé des choses, des pistes de solutions dans plusieurs secteurs, dans la pensée, dans la gestion fine, exacte sur le terrain. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de pouvoir agir enfin. C'est votre jour, un grand jour d'ailleurs, et je vous invite à vous asseoir sur ce fauteuil. Merci. Et qui va vous permettre de vous livrer à l'opinion nationale et internationale. Je précise que vous êtes accompagné de votre cabinet. Quasiment tous les membres sont là, une trentaine. Mais à la maison, il y a énormément de gens qui vous suivent ici au Congo, à Kinshasa, à l'intérieur du pays, en Afrique et dans le monde. Parce que cette émission se passe en direct. Vous aurez la possibilité d'être interrogé par des journalistes déjà installés. Je vous le présenterai un à un tout à l'heure, parce que vous savez, alors je peux vous le dire même tout de suite, hein, vous avez Israël Moutala, qui est
le patron de 7sur7.cd, qui est le site le plus suivi d'informations ici. Il est en même temps le président de tous les médias en ligne ici en RDC. Vous avez Nancy Odia, journaliste à la première chaîne nationale ici, la TNC. Arlette Boutella, qui est des Télé 50, responsable notamment de Desk Sport, et John Lungi, la Congo Web, et M. Mboma de Biwan, et notre ami qui est de Digital Congo. Alors, certainement que vous aurez à répondre à ces questions. Tout ce que je vous demande, est-ce que vous êtes bien dans vos baskets, comme on dit? Pas de peur, pas de dentise, parce que sinon on vous amène un verre d'eau. Hein? Non, non. Vous savez, là, il n'y a pas de fétiche, il y a Dieu, rien que Dieu. Lorsque vous vous entraînez sans cesse avant un match de football, vous n'avez pas besoin de recourir à quelque peur que ce soit. C'est vrai qu'il y a toujours cette hantise particulière des mots qui ne correspondent pas, d'une disposition spirituelle qui serait troublée. Ça arrive, c'est l'humain. Ce que Nietzsche dit, humain, trop humain. Mais lorsque, comme moi, on a eu l'opportunité, la chance de travailler dans un ministère, d'en avoir été cheville ouvrière pendant 10 ans, connaître tout ce qui se passe à partir de l'ATB, de chaque direction, jusqu'au directeur, en allant jusqu'au secrétaire général, des 4-5 administrations, en regardant au plus près ce qui est fait, ce qu'il fallait faire et ce qu'il faudrait faire, et mettre tout ça en perspective, me semble-t-il, on s'est suffisamment entraîné pour ne pas justifier, les cas échéants, un échec, y compris face aux journalistes, qui me semble-t-il, ont un certain talent, mais qui doit absolument être en adéquation avec la substance. Parce qu'ici, c'est hyper technique, il faut connaître. On n'improvise pas. Merci beaucoup. Je vois d'ailleurs que vous n'êtes pas accompagné des notes, et c'est tant mieux. On doit faire connaissance, en tout cas, de l'invité qui est déjà avec nous ici en plateau. La Télé 50, on travaille. Oui, on travaille sérieusement pour que ceux qui viennent nous rendre visite soient mieux connus. Voici donc le portrait de l'invité du jour, et juste après, eh ben, je vais lui demander si effectivement il acquiesce ou pas. Guillaume Mandiolo. Avocat privatiste, spécialiste de droits et libertés, penseur et essayiste en philopolitique, Pepin Guillaume Mandiolo Bouakila est d'une intelligence rare et raffinée. Cet homme d'État est plus connu du grand public à travers des débats scientifiques, littéraires et politiques de haut niveau, tant sur le plan national qu'international. Les grands débats sur l'identité nationale, on a rappelé notamment la fameuse phrase de De Gaulle en disant « La France est un pays judéo-chrétien des Blancs ». Maître Pepin Guillaume Mandiolo, plaque tournante de toutes les questions relatives à l'intégration régionale et coopération internationale, a été élevé à ce jour au rang de ministre d'État en charge de la coopération internationale, intégration régionale et francophonie au sein du gouvernement de coalition sous Félix Tshisekedi. Monsieur Guillaume Mandiolo, je l'ai connu justement quand j'étais ministre de l'économie et commerce, parce que j'avais beaucoup de questions transversales avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale qu'animait mon aîné, que je préfère souvent appeler Papa Raymond Tchibana. Et donc, c'est lui qui est devenu ministre d'État aujourd'hui sur les questions de coopération et intégration régionale de Guillaume Mandiolo. À l'époque, il était l'un des bras droits du ministre Raymond Tchibana. Donc il était conseiller, mais je préfère l'appeler bras droit parce que il était dans tous les voyages officiels du ministre Tchibana. Et donc comme en tant que ministre du Commerce extérieur, j'ai traité beaucoup de questions d'intégration avec mon aîné et donc on pouvait facilement échanger les collaborateurs. Je ne peux peut-être pas prétendre donner des leçons à quelqu'un qui n'a fait qu'évoluer dans ce domaine-là. Mais le moins que je puisse dire, c'est que les questions d'intégration régionale, très souvent,
On critique la République démocratique du Congo de sa multi-appartenance à plusieurs structures régionales. Nous sommes membres de la SADC, membres des COMESA, de structures régionales de l'Afrique centrale, de Grands Lacs et ainsi de suite. Mais je dois préciser que cette multi-appartenance est dictée par la nature géographique même de notre pays. Détenteur d'un 3e cycle en droit de l'université Saint-Louis de Bruxelles à la suite d'une maîtrise en droit privé de l'université de Caen, le nouveau patron de la coopération est pourvu d'une expérience professionnelle incontestable. Collaborateur externe du célèbre cabinet Waeftan Kaes, avocat à la Cour depuis 2006, inscrit au barreau de Kananga, point focal à l'intégration régionale de 2008 à 2017, spécialisé dans la gestion des conflits, Guillaume Manjolo a même présidé la Commission nationale sur la prise en charge humanitaire post-exécution des Caminations en 2017. Et récemment, professeur à l'École nationale d'administration ENA. Dans sa casquette de penseur et essayiste en philosophie politique, il a au compteur plusieurs ouvrages dont Ma Nation, Dans le ventre du désespoir, L'homme et la structure, La révolte métaphysique d'un jeune Congolais, Dialogue et ajustement raisonnable. Initiateur de l'art majeur destiné à la révolte métaphysique de la jeunesse congolaise, il a ensemble avec l'immense professeur Kamana créé les universités culturelles. Personnage dont l'intelligence et la pertinence des écrits ne cessent en tout cas de faire consensus d'analyse aussi bien par le politique congolais que les scientifiques de notre pays. Deux choses m'ont toujours particulièrement frappé dans la personnalité de Manjolo. Premièrement, c'est la transversalité de ses connaissances. Il est comme qui dirait un caméléon scientifique. Vous savez, lorsque vous discutez avec lui, vous avez comme l'impression qu'il sait un peu tout sur tout. Deuxièmement, c'est son appétit insatiable de voir la jeunesse congolaise être dotée du savoir qu'il qualifie de besoin maître de tous les besoins dans son récent ouvrage La révolte métaphysique d'un jeune Congolais, est un fait tout simplement inhabituel, je dirais même exceptionnel. Ces communicateurs hors pair, modèle de la jeunesse, fin diplomate, à la phrase ciselée, dont l'expertise a franchi les frontières de la RDC. Et j'ai été impressionné par quelques aspects sur le personnage. C'est premièrement d'abord une tolérance très élevée à la contradiction, deuxièmement une sincérité dans les rapports sociaux et puis troisièmement une écoute emphatique. Et j'ai appris maintenant à le connaître et jusqu'au jour où il a voulu me confier la charge de la jeunesse du parti, cette quête permanente de l'accomplissement de l'individu et le développement de différents outils pour d'abord mieux communiquer. Parce que ce que je retiens de lui, c'est que dans toute communication, dans toute interview, vous devez être suffisamment prêt pour vous renseigner sur les concepts qui sont l'objet de votre intervention. Dans son parcours politique, il est cadre du parti Union des libéraux démocrates chrétiens, ULDC, mieux secrétaire général de ce parti, dont l'autorité morale est Raymond Chibanda. Je suis resté un peu bouche bée parce qu'en suivant ces portraits, j'ai me posé la question jusqu'où on devait aller dans la sublimation de l'homme. Et vous vous sentez comment là, quand vous suivez ça? Je me sens comme Atlas.
la charge et le poids de la responsabilité et les attentes de la population et surtout des jeunes. J'ai reçu un appel et un mail de mon ami Kamana. Des philosophes. Le philosophe, qui me dit ceci. On n'a pas eu l'opportunité d'avoir quelqu'un positionné aussi haut. Et moi, je répète, il faut éviter les vertiges de la hauteur. Où je me trouve, il faut avoir les poumons d'acier pour respirer l'air qui est rare d'ailleurs sur les hauteurs et ne pas attraper le vertige. Cela recommande chaque fois de mesurer le poids de la responsabilité. D'où j'ai parlé d'Atlas qui a le poids du monde sur ses épaules. Je n'ai pas droit de faillir. J'ai droit peut-être d'accomplir une maille de la chaîne qui compose les activités de la République, la mienne des mailles, que je dois insérer, qui reste là figée, marquée dans les marbres pour les générations. C'est une obligation. Et en plus, lorsque comme moi, on a été sous l'autorité d'un capitaine, le ministre Aramochi Banda, avec un regard constant de l'autorité morale, comme si on était sur un échiquier, des jeux d'échecs, j'entends bien, du Raïs Kabila Kabange, qui vous regarde, qui vous observe, qui compte un peu avec quel pion dois-je bouger pour telle activité. C'est une stratégie militaire, éminemment militaire. Donc, lorsqu'on vous positionne à un endroit, dites-vous bien que vous êtes en mission. Ce n'est pas pour s'amuser. Vous êtes en mission. Je ne vous coupe pas, monsieur le ministre, mais j'aurais beaucoup vous couper aujourd'hui, parce que les questions, c'est moi qui les pose. Je suis ouvert. Est-ce que dans votre jeunesse, de votre village, là-bas, vos parents pensaient qu'un jour, vous allez vous retrouver là? Et qu'est-ce qui a motivé justement cette quête? On a écouté tout à l'heure la quête du savoir, la quête de l'excellence, la quête. C'est familial, c'est challenge personnel. Puisque je suis exposé à la lumière crue du monde et de la vérité, il faut quand même savoir qui je suis au départ. Ça sera peut-être intéressant. Je suis né en 1964. À l'époque, il y avait une sorte de partition en RDC, donc à Chikapa, chef-lieu ou capitale de l'unité kassayenne. En ce temps-là, mon père était ministre de la Justice de cette entité-là. Donc quand je suis né, mon père était ministre. Ce même père, 4 ans plus tôt, faisait partie des 44 délégués à la table ronde pour signer l'acte de l'indépendance. Ce même père a été le premier administrateur du territoire de Luisa. Ce même père a été enseignant. Ce même père a été commis de l'État. J'ai été élevé dans les heures des palais de la République. J'ai une mère qui m'a insufflé la recherche permanente de la connaissance et aussi la volonté d'agir. Je lui ai dédié une ode dans mon texte, mon dernier texte, en rappelant cet aspect-là. Mon frère aîné a eu des difficultés scolaires, ce qui fait que, comme souvent, il paraît qu'il y a une malédiction des aînés. Et mon père s'est rabattu sur moi. Malheureusement, il y a eu une séparation entre le père et la mère, très tôt. Ce qui fait que j'ai commencé avec les internats. Qui dit internat d'époque, dit apprentissage sans cesse chez les prêtres et chez les frères. À la maison, j'avais pour distraction, depuis à partir de mes 9 ans, la lecture, rien que la lecture. C'est une sorte de punition pour moi, mais en même temps, n'ayant pas de mère directe, de filiation ombilicale directe, je me suis trouvé des amis qui étaient des personnages des livres. Et je me suis complet à fond dans ça. Ce qui fait que j'ai eu pour ami principal Dostoïevski, Les pauvres gens. Un texte magnifique. Et là, j'ai sombré totalement dans cette nourriture.
Je m'en gavais jour et nuit. Ce qui fait que ceux qui ont travaillé avec moi, en commençant par mon maître direct, Raymond Tchibanda Mulongo, vous dira que je n'écris pas deux correspondances de la même façon. J'ai cette facilité, cette disposition culturelle à ma portée qui a fait qu'au premier contact avec l'immense Kamana, ça a été directement. Alors, maintenant l'ascension, la résistible ascension ou l'ascension pure. Je dirais l'ascension pure, pas la résistible ascension qui est un acte des ressentiments humains. Ici, on est dans l'acte de l'accomplissement, pas après pas, en termes de construction personnelle. Dites-vous bien que je suis arrivé en RDC en 2008, pris sous l'aile du ministre Raymond Tchibanda. Premier acte, il me fait monter dans l'avion du Raïs. Donc, ce qui fait que je suis déjà identifié par les Raïs qui me suit. On va au Swaziland, on revient. Et à peine on revenait, ou avant même qu'on revienne, parce que quelques mois plus tôt, il avait été appelé à aller travailler dans les négociations à l'Est avec les CNDP, à la coopération à l'époque. On avait un ministère qui n'existait plus et qui était naissant. Et j'avais la charge de structurer quasiment chaque département. Ce que j'ai fait. Alors que les amis passaient leur temps dans les boîtes de nuit, j'étais les scribes, collés au papier, apprenant chaque phrase, chaque mot, du département de la coopération internationale, du département de l'intégration. Me semble-t-il, vous vous souvenez, j'ai piloté les travaux en rapport avec les premiers sommets de la SADC à Kinshasa en 2009. Alors, je vais vous couper encore, parce que vous aurez tous les loisirs de parler de vous, de parler de ce que vous faites, parce que nous sommes maintenant dans du concret. Nous allons voir maintenant la coopération. C'est quoi la coopération? Qu'est-ce que nous, RDC, on a gagné? Qu'est-ce que cela va comporter pour les jours et mois à venir? Parce que vous êtes maintenant dans l'action en tant que ministre, et vous allez nous prouver tout à l'heure, dans la deuxième partie, si vous avez effectivement les coups de franche, pour ne pas dire toutes les qualités nécessaires pour apporter ou transformer les savoirs que vous avez déroulés tout à l'heure en réalisation concrète en matière de coopération. L'état des lieux, ce maintenant avec ces départements très sensibles du Congo de demain. De lieu veut dire ce que nous avons déjà fait dans le secteur de développement. Vous avez commencé à expliquer tout à l'heure que, étant au ministère avec Raymond Tchibanda, vous avez réchauffé ce qui existait depuis toujours. Il faut se rappeler qu'après nos indépendances, le général de Gaulle avait lancé « Les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que d'intérêts ». Et nous avons colonisé l'Afrique. Maintenant, nous allons être des partenaires avec les pays africains. Dans les années 70, agences de coopération avec ceux qui sont venus comme experts. Alors, question directe, parce que vous êtes de la nouvelle génération, vous êtes un peu ce qu'on appelle le renouvellement de la classe politique de notre pays. Je veux que vous répondiez à cette première question d'abord. Vous vous sentez comment? Vous sentez comme Macron, cette génération qui chasse les vieux pour prendre toute la place? Vous vous dites, j'émane de Raymond Tchibanda, lui-même coaché par Joseph Kabila, je ne fais que la continuation de la politique. En langage court, hein, je veux bien des réponses courtes. Ça sera une réponse courte, mais permettez d'être toujours dans mon élément qui donne des réponses sages et directes. Épicure, dans sa lettre à Ménécée, lui dit ceci. Les jeunes doivent se ressourcer auprès des vieux qui ont un empirisme particulier dans la connaissance et dans la sagesse. Et les vieux doivent se référer aux jeunes par rapport à leur énergie. Lettre à Ménécée lorsqu'il parlait de la mort, que la mort n'est rien, c'est l'absence de tout. Donc ce qui fait qu'on n'a pas une société qui doit se permettre les luxes d'une cassure entre une génération et une autre. Il y a des mailles qui unissent les générations. C'est pas la chasse aux vieux. Ça n'existait pas. Il n'y a pas la chasse aux vieux. C'est une mauvaise approche des choses. S'il y a des jeunes qui pensent comme ça, ils pensent mal.
ils pensent mal. Les gens sans expertise, sans expérience pour la plupart d'entre eux, ne peuvent pas avoir les prétentions de dire « moi je pense que je vais faire comme ça ». Non, on doit s'inspirer de ce qui a été fait par les anciens et voir que l'ère du temps recommande d'ajuster ici, d'ajuster là-bas, d'arrondir à tel endroit. C'est ça le principe. Mais tout en restant focalisé sur l'armature même. Merci. Tout en restant concentré sur l'armature, sur l'axe principal. Moi, l'axe principal me met en harmonie parfaite avec le président Joseph Kabila Kabange. Pourquoi? Parce que quand vous regardez les textes de Schopenhauer, le monde comme volonté, comme représentation, moi je dis la RDC comme volonté, comme représentation, comme dignité et comme souveraineté. Quand vous avez ça comme matrice de réflexion et par conséquent, il y a une différence nette entre les anciens par rapport à la perception de ce que nous sommes, nous, descendants des mains coupées, avec les autres. On a une mission particulière, salvatrice pour la République, qui recommande de tenir compte de ces aspects-là, de notre identité martyrisée, chaque fois qu'on fait un pas en avant. Ce qui fait que l'interlocuteur caucasien qui est en face de moi se rend compte que je sais comment il fonctionne. Caucasien, en langage plus simple, c'est le blanc. Caucasien, c'est-à-dire que c'est l'occidental. Est-ce que vous êtes raciste? Je ne peux pas être raciste pour la simple raison que c'est la faiblesse. Le racisme est les pendants au fait des faibles. C'est les ressentiments. L'homme supérieur ne peut pas être raciste. Il est au-dessus de ça. Il plane. Il est affranchi de toutes ces choses. Je suis un affranchi de tous ces sentiments, des bas sentiments. Je ne suis pas là-dedans. C'est pour ça que vous constaterez que depuis que j'ai communiqué, que je communique pour d'abord la MP, le FCC, je n'ai cessé de dire qu'un imbécile du FCC n'est pas moins imbécile que celui d'en face. C'est-à-dire, dès que le critérium est appliqué à quelqu'un, ça doit être appliqué à tout le monde. Donc je n'ai pas de ressentiment, je n'ai pas de haine. J'ai des insultes extraordinaires qui m'arrivent. Je n'y réponds pas, parce que ça se passe en dessous. Je suis au-dessus, je plane. J'ai suffisamment un peu d'air pour affronter, et des poumons d'acier pour affronter les collines et les hauteurs. Et par conséquent, je suis là-dedans. Je sens effectivement qu'on va voler très haut en réflexion. Que ceux qui sont à la maison nous pardonnent. On parle un tout petit peu science. Et la réflexion est d'un certain niveau. Alors on va commencer justement avec les journalistes, et que j'espère seront aussi de notre niveau. Je vais faire allégeance à la femme. Arlette Boutella, qui va nous rejoindre. Arlette Boutella qui est de Télé 50, très bonne journaliste. Effectivement, la voix que vous avez suivie tout à l'heure dans le portrait de Guillaume Mangiolo, c'est sa voix. Et là, je vous offre le ministre, à vous de les décortiquer, c'est le terme que je voulais utiliser. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir pour moi d'être parmi les premières personnes à vous interviewer en tant que journaliste et vous en tant que ministre. Si aujourd'hui, on doit parler de la coopération, pour vous entendre, vous êtes plus scientifique. Approchez votre micro. Et en étant scientifique, très souvent, ça ne se marie pas avec la politique. Alors comment gérerez-vous, pendant votre mandat, cette coopération? Plus précisément, entre les pays que nous connaissons, notamment la Belgique et l'Allemagne. Bien. Premier élément en termes de la personne qui applique ou qui rentre dans un métier. Vous avez dit, je suis scientifique, je suis plutôt un artisan, un orfèvre, je travaille à la main. Parce que le domaine dans lequel je me trouve, celui de la pensée, recommande de travailler jour après jour comme un artisan. On le fait avec Kamana. Fut un temps où ces types d'artistes, parce que ce sont les artistes, comme Cicéron, qui faisait à la fois les droits, la politique et la philosophie. Il nous a laissé des textes extraordinaires. Il a lié la parole à l'acte dans l'application. Marc Aurèle, empereur de son État, mais philosophe et praticien du bien par rapport au peuple. Dans cette fameuse idée du triptyque, il faut absolument s'adosser sur les choses ou les règles raisonnables qui doivent être portées par les sages vertueux afin d'atteindre le bonheur d'une population.
Ça, on ne peut pas s'en départir. Maintenant, vous parlez de la coopération. Il y a 2 branches des coopérations. Vous avez l'international, vous avez la régionale, dans laquelle on trouve l'intégration. De plus en plus, l'intégration prend les pas sur la coopération régionale pure. Parce que tout doucement, nous sortons de la bilatérale Afrique, dans la mesure où il y a chevauchement entre les règles d'intégration, ce sont les mêmes règles qui s'appliquent, l'ouverture des frontières et les déplacements des populations, la libre circulation des populations. Toutes ces choses-là se retrouvent obligatoirement dans l'intégration régionale. Ce qui fait qu'on aura de moins en moins la bilatérale régionale, au sens ancien du terme, mais de plus en plus l'intégration pour éviter la juxtaposition ou les chevauchements, en fait. Maintenant, pour les premiers corollaires, coopération internationale, il faut réformer. Jusqu'à aujourd'hui, la coopération a été prise par les prismes faits de l'assistanat. C'est insupportable pour ma génération. On apprend à quelqu'un à pêcher si on veut l'aider, et non à lui donner du poisson matin, midi et soir. C'est mon langage, c'est ce que j'ai tenu quasiment à tous les ambassadeurs, en leur disant que dorénavant, tous les cadres de coopération doivent être révisités. On ne va pas les chambouler au sens catastrophique du terme, mais simplement réévaluer ce qui a été fait jusqu'aujourd'hui et ce que nous voulons. J'ai dit ici, la RDC comme volonté, comme dignité, comme souveraineté. Ce qui fait que ce que nous voulons, nous, c'est quoi exactement pour passer d'un monde à l'autre, de l'assistanat à l'autoprise en charge? C'est notamment ceci. Nous avons plusieurs écoles professionnelles à travers le Congo. Il faut en faire des incubateurs. Vous voulez nous aider? Il y a des écoles vétérinaires, des écoles d'agronomie. Il faut créer autour de ces écoles, si vous voulez nous aider, des incubateurs qui permettent à ce que ces jeunes gens qui terminent puissent être de facto des entrepreneurs dans le domaine de leur spécialité, tout de suite. Et ça se fait en 2 ans. Vous prenez une école, vous y injectez 100 000 € ou 100 000 $, vous avez les résultats 2 ans plus tard. Et on fait des petits entrepreneurs qui vont booster l'économie dans les périmètres immédiats, de sorte à ce qu'il y ait contagion dans toute la République. Et puisque maintenant, en plus, on a des assurances, j'ai eu la chance de travailler sur l'assurance de la zone des ZEPRE, comme on appelle ça, du COMESA, qui est la super assurance qui couvre les assurances au niveau du COMESA, qui nous a d'ailleurs aidé dans cet accident d'Issangué, de faire en sorte que les camions kenyans qui avaient fait un accident avec du carburant, et on a vu les victimes être payées. J'ai fait partie du dossier à l'époque, j'étais encore à la coopération. C'est dire qu'effectivement, lorsqu'on a des assurances dans un pays qui peuvent garantir la viabilité d'un crédit accordé à un enfant, à un jeune qui commence, avec un accompagnement précis, parce qu'il a compris un métier qui est le sien, dans les cadres du matériel qui lui est mis à disposition pour l'agriculture ou pour l'élevage, mais il n'est pas entrepreneur au sens de la gestion comptable. Donc il faut lui apporter cette assistance-là. Au bout de 5-10 ans, vous avez des petits entrepreneurs à travers la République. Alors, je reviens. Madame va continuer avec ces questions, mais excusez, monsieur le ministre, mais soyez moins philosophique, didactique et, je dirais, moins scientifique, parce que tous ceux qui nous suivent, chacun à son niveau, on aimerait avoir des réponses beaucoup plus directes. Alors, moi, je la pose ma question directement. Elle a demandé par rapport à la Belgique. Oui. On se rappelle qu'il y a quelques jours, le président de la République était en Belgique. Et il y a déjà des lettres d'intention qui sont signées pour reprendre ou relancer la coopération avec la Belgique. Moi, je vais la poser directement. Les contentieux belgo-congolais. 1. Deuxièmement, la hantise des Belges, ou plutôt leur considération sur nous, Congolais. On les appelle les Noko, mais ils pensent que nous sommes toujours ces Africains, ces sauvages qu'il faut civiliser. Et c'est pour ça qu'ils parlent avec les Congolais avec une certaine condescendance. Est-ce que vous, de la culture aussi occidentale, parce que vous avez beaucoup vécu en Belgique et en Occident, vous savez comment ces gens réfléchissent. Maintenant, ministre d'État en charge de la coopération, est-ce que vous allez changer ce paradigme, cette façon d'aborder ces relations avec moi la main qui donne au-dessus et vous, Congolais, la main qui reçoit en dessous?
Vous n'avez qu'à écouter. Alors, réponse courte, hein, monsieur le ministre. La réponse courte, c'est ce que je viens de dire. L'explication que j'ai donnée un peu technique correspond à ce qu'est la volonté de la RDC par rapport à ses besoins, par rapport à son avenir, ses perspectives. C'est comme ça qu'il faut penser en tant que RDC. Maintenant, les cadres de coopération est fixé par les ministres qui ont la charge de la coopération. Donc, c'est vous. Moi. Oui, c'est vous. Partant de là, je vais définir ces cadres de coopération en tenant compte des piliers du gouvernement, de l'esprit qui anime celui qui m'a mis là et celui qui m'a accepté. Celui qui m'a mis là, donc Joseph Kabila Kabange, et celui qui m'a accepté, le président actuel, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans leur conciliation à ce très haut niveau-là, ils ont convenu qu'effectivement, j'avais les profils pour réformer ce secteur-là. Je suis appelé à les réformer. On ne peut plus coopérer comme à l'ancienne. Nous sommes en 2019, soit plusieurs centaines d'années ou plus de 100 ans après 1885. Et par conséquent, on a une approche différente. On est aujourd'hui investi d'une mission qui est la mission salvatrice de la République et ça recommande qu'on puisse agir en fonction de nos populations, de nos besoins. On ne peut plus agir comme à l'époque. Il n'y a qu'à suivre les discours du président ghanéen face au président Macron pour comprendre qu'il y a une génération qui pense autrement. On doit se faire respecter et c'est ça qui requiert la souveraineté et la dignité. Donc on est dans le cadre de la coopération. Vous voulez nous aider, mais laissez-nous vous dire comment voulez-vous qu'on soit aidé. Madame. En parlant justement de dignité de la République démocratique du Congo, il semblerait que la RDC n'a pas cette dignité. Permettez-moi, aujourd'hui on voit des Ougandais, des Ougandais arrêtés de Congolais par-ci par-là, les Congolais ici en Afrique du Sud qui connaissent des problèmes au Congo-Brazzaville. N'en parlons même pas en Angola aussi. Quand vous parlez d'intégration régionale, vous allez également revoir cette question. Tout à fait. L'intégration, il y a un certain nombre de protocoles qui réglementent toutes ces affaires-là. Malheureusement, nous avons énormément de lacunes au niveau de la mise en œuvre de ces règles-là. Un exemple simple, madame, puisque vous parlez des arrestations, de tous ces problèmes-là, qui conduisent... Humiliation, monsieur le ministre, je préfère. Tout à fait, qui conduisent dans les couloirs de la justice, qui soit une justice régionale. Au moment où je vous parle, on a un problème avec les tribunaux de la SADC. Parce que quand vous parlez Afrique du Sud, obligatoirement, c'était les tribunaux de la SADC. À la suite d'une plainte contre les Zimbabwe, on a eu des réelles difficultés pour garder ce tribunal par rapport à son statut ancien. On l'a neutralisé. Ce qui fait qu'on doit refaire un autre type de tribunal pour porter les affaires de cette nature-là en regard des règles communautaires. On a cette difficulté-là au niveau judiciaire. Le Parlement de la SADC, il est là pour de bonnes intentions, et puis ça, il se rencontre, il parle et tout ça, mais les règles qui peuvent sortir de là ne sont pas applicables. Mais comment vous allez faire, monsieur le ministre? Laissez-moi vous couper, parce que nous sommes quand même pays majeur au sein de la SADC. Vous, à titre personnel, vous avez été avec Raymond Tshibanda de tous les rendez-vous. Comment expliquer qu'un grand pays comme le nôtre continue à subir les diktats du Congo-Brazzaville, de l'Angola, même du Rwanda d'ailleurs, qui à un moment donné ne voulait même pas de cette affaire du SADC? Comment vous allez faire, vous, parce que vous connaissez tout le monde? Mais voyez-vous, c'est-à-dire qu'il y a toujours une sorte d'exagération par rapport à la situation. Ah, j'exagère là en disant comme ça? Et tout à fait, parce que vous êtes au courant de beaucoup de choses et vous feignez ne pas être au courant. Non, moi je pose des questions. Je pose des questions. La RDC aujourd'hui est la 9e armée d'Afrique. Aucun pays autour de nous, à part l'Angola, est au-dessus de nous en termes du potentiel militaire. Ici, on parle de la logistique. Mais en termes d'hommes, de combattants capables de faire des choses, nous sommes à un très haut niveau. 9e d'Afrique actuellement. Ça ne vient pas de la RDC, ce sont les instances internationales qui ont étiqueté ça sur la RDC par rapport à sa situation. Œuvre venue de la 3e République et de ce qui a été fait par Joseph Kabila Kabange. Et reconnu aujourd'hui par les présidents actuels qui disent voilà, il doit continuer dans ce sens-là. Donc c'est très bien déjà. Ce qui fait que la puissance publique commence par l'armée. Avons-nous une armée? Oui, nous l'avons. Il faut encore la doter du matériel, mais on a une armée hyper sophistiquée, hyper moderne. Mais il lui faut du matériel. La police est une des polices les meilleures d'Afrique, dans la mesure où la police judiciaire, par exemple, a été appelée à aller gérer les activités en République centrafricaine. Ce sont les réalités bien congolaises. Côté d'ailleurs. Bien coté. Hein. Le problème qu'on a pour l'instant, ce sont les ressources à affecter à toutes ces missions-là spécifiques liées
aux forces de sécurité. Maintenant, on revient à la justice par rapport à la situation qui peut, chaque fois qu'il y a un élément d'extranéité entre nous et un pays de la région, nous sommes appelés à nous référer aux instances internationales. Malheureusement, c'est les principes. Parce qu'au niveau interne, on va refuser qu'une décision soit prise par la RDC applicable à l'Afrique du Sud. Vice-versa. Et par conséquent, il faut une suprastructure qui puisse répondre à ces exigences-là. Et puisque cette structure n'existe pas, les Congolais vont rester comme ça? C'est là où pas de solution il y a des palliative. solutions alternatives. Avec l'Afrique du Sud, c'est le seul pays africain avec lequel nous avons la grande commission mixte au sommet. Ça veut dire quoi? Que nous avons une commission mixte au niveau des hauts fonctionnaires qui se rencontrent, qui discutent, secteur par secteur, et au niveau ministériel, y compris au niveau des chefs d'État et des gouvernements. La dernière instance s'est tenue ici à Kinshasa, mais sans les chefs d'État, ce qui fait que je suis en train de recommander que cette section des chefs d'État soit tenue à Kinshasa. Et à cette occasion-là, on présentera la facture à l'Afrique du Sud pour tout ce qui s'est passé chez eux. Et il y aura des solutions directes. Parce que, puisqu'on n'a pas une justice régionale, opérationnelle, on doit s'adosser sur nos justices et sur les discussions directes. Alors, ce sont des pays frères. Je vais d'ailleurs prendre peut-être une La dernière dernière, question liée à la francophonie. Oui. La RDC a accepté aujourd'hui d'organiser les Jeux de la francophonie. On vous a d'ailleurs vu en réunion tripartite avec 4 ministres, je crois, pour l'organisation. Quelle vision avez-vous justement en parlant de la francophonie? On sait que la RDC, c'est un des grands pays le premier d'ailleurs. La RDC est le premier pays francophone. Mais il faut se dire que lorsqu'il y a les jeux, il y a la politique. On ne doit pas se voiler la face. Quand vous accueillez les jeux, mettez en perspective ce que vous êtes, votre identité nationale. Ce ne sont après tout que les jeux. Mais à côté de ça, il faut une identification. Qui êtes-vous? Ce qui fait qu'on a injecté dans les jeux de la francophonie, depuis l'origine, la part culturelle. C'est culture et jeu. Mais la prépondérance des jeux fait qu'on occulte la culture. Moi, ministre de la coopération et de la francophonie, j'ai le devoir d'insister sur un aspect majeur. Souvenez-vous, les Black Panthers, tous ces mouvements de droits civiques aux États-Unis n'ont fait que profiter des sorties des Jeux pour exprimer une position politique. Souvenez-vous, la reconnaissance du génocide arménien par la France, c'est à l'occasion des rencontres de la francophonie. L'Arménie, c'est un pays membre de la francophonie. L'activité ou la situation qui est reprochée à la Turquie s'est passée entre 1914 et 16, et puis encore en 23. Néanmoins, la qualification du génocide n'est apparue qu'en 1945, avec Nuremberg, procès nazi. Mais l'Arménie a obtenu, dans les cadres de la francophonie, de reconnaître le génocide par la France. Pas par tout le monde, bien entendu, mais par la France. La France l'a reconnu et coulé dans ses textes. Pourtant, ce n'était pas forcément par rapport à une activité politique. Mais on ne peut pas ne pas utiliser les mêmes règles de jeu qui permettent à ce qu'un pays s'affirme et donne son identité. Nous sommes une constellation des peuples, pas d'ethnie, des peuples, parce que l'ethnie est péjoratif. C'est un mot qui doit disparaître de nos manuels. Nous sommes une constellation de peuples, plus ou moins 420 à 450 peuples. Chaque peuple ayant une histoire, une philosophie, une cosmogonie, une façon d'approcher les choses, une musique, une philosophie. Ces peuples-là doivent exprimer ce qu'ils sont. On n'aura pas forcément l'espace pour tout le monde, mais néanmoins, que cette identité partagée qui fait le ciment de cette nation, cette identité des descendants des mains coupées, doit s'exprimer à cette occasion-là. C'est ma vision de choses. J'ai un partage avec les chefs d'État, les sortants et l'entrant. Donc, ce sont des choses qu'il faut mettre en perspective. Il y aura les Jeux, bien entendu. C'est moi qui suis... c'est lui qui va organiser toutes ces activités avec les ministres sectoriels. C'est-à-dire que la structure elle-même se présente en 2 étages. Vous avez les hauts conseils composés des ministres et des délégués de la présidence et de la primature, pilotés par les ministres qui a dans ses attributions la francophonie. Et puis vous avez les comités exécutifs avec tous les experts qui agissent sur le terrain. Donc médias, logistique, tout le reste et tout ça. Et voilà, c'est ça un peu la structure.
Donc, mais c'est présidé normalement par les ministres de la coopération et de la francophonie ou bien par les chefs du gouvernement si c'est lui qui consent à pouvoir les faire. Mais en ce moment-là, je viens en numéro 2 pour pouvoir continuer à pouvoir exécuter ces orientations. C'est ça les principes et ça sera fait très bientôt, j'attends, qu'ils me répondent par rapport au décret des mises en œuvre ou de la structure de la francophonie. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Il faut applaudir Arlette Boutella pour que le prochain journaliste puisse venir décortiquer le ministre tout à l'heure, parce que ce que j'aimerais bien, c'est que cette émission se fasse dans toute sérénité. J'ai l'impression que le ministre, qui est un grand philosophe, nous embarque toujours dans une dynamique d'analyse matricienne de sa pensée. Il se pense ici être avec Kamana, avec tous les philosophes africains, avec tous les scientifiques. Alors que moi, j'ai besoin des journalistes, comme celui qui va venir tout à l'heure, que tout le monde sait par sa pertinence beaucoup plus directe dans les chiffres. J'aimerais bien que le ministre nous explique concrètement, c'est la probabilité. Enfin, ce n'est pas la probabilité, c'est l'envie et les souhaits de chaque Congolais. Quelque part, on dit toujours le peuple d'abord, n'est-ce pas? Eh bien, ce peuple d'abord n'a pas besoin de beaucoup de science, monsieur le ministre. Ayez vos apaisements. Il faut nous ramener au pain. La francophonie nous apporte combien? Votre coopération sous-régionale nous apporte combien? Qu'est-ce que ça va changer dans la vie de tous les jours des Congolais? Vous savez, on dit, la Bible d'ailleurs, que l'homme ne vit pas seulement du pain, il vit aussi de la réflexion de la parole. Mais nous, on inverse un peu la tendance. Voici plutôt Moutala, qui est l'un des meilleurs journalistes ici à Kinshasa. Économique d'abord, c'est pour ça que j'ai parlé des chiffres, le patron de 767.cd. Bienvenue. Merci Jean-Marie, merci monsieur le ministre de votre disponibilité. Israël de son prénom. Je trépignais d'impatience de vous interroger. J'ai une première question d'abord. Vous êtes le ministre, on vous a décrit, de la coopération et de l'intégration régionale ainsi que de la francophonie. D'abord sur l'aspect intégration régionale. Peut-on faire de l'intégration régionale sans un travail mémoriel, sans justice? Nous savons tous que nous avons eu un passé troublé, sanglant, meurtrier avec le Rwanda notamment et l'Ouganda. Est-ce qu'on peut faire de l'intégration avec ces deux pays-là sans un travail mémoriel, sans justice? Voilà la première question, parce que vous devez développer une politique d'intégration régionale qui se base sur un certain nombre d'éléments. Et notre passé récent avec ces deux pays, précisément, est un passé quand même assez trouble. Et donc, il y a des voix qui demandent justice, il y a des voix qui demandent réparation. Est-ce qu'on peut faire de l'intégration régionale sans un travail mémoriel? Je vais prendre le sujet ou le problème par le manche, en commençant par répondre à Jean-Marie, et j'entérine sur ce que vous dites. Jean-Marie me dit, vous pensez, il faut maintenant les actes. Mais le principe, c'est qu'il faut penser avant d'agir. Nous agissons souvent sans penser, et c'est ce qui nous conduit dans des choses catastrophiques. Après, on se dit, qu'est-ce qu'il fallait faire? Mais il fallait penser avant. On ne pense jamais avant. La question qui est posée va exactement dans la même disposition. Le principe est qu'il y a des crimes qu'on ne peut pas prescrire, n'est-ce pas? On ne peut pas les prescrire. Tout le monde le sait. Et ce principe est immuable. Et par conséquent, dans le cadre des activités de l'intégration régionale, va se mettre en place un certain nombre de mécanismes, y compris les tribunaux, pour revenir sur ce qui s'est passé. Nous sommes en procès avec l'Ouganda sur l'histoire qui s'est passée à Kisangani. Nous sommes maintenant en train de négocier parce que le Rwanda qui était concerné n'est pas parti au traité qui institue la Cour de justice internationale. C'est pour ça que le Rwanda a été écarté, parce qu'il n'était pas parti à cette instance-là. Mais sinon, le Rwanda aurait été aussi attrait au même titre que l'Ouganda. Maintenant, au niveau africain, au niveau régional. Au niveau africain, nous sommes en train de mettre en place la justice africaine, au niveau de l'Union africaine. Elle n'est pas encore prête. Mais il nous appartient déjà, à notre niveau, d'avoir une justice saine, qui soit en mesure de s'autosaisir, de dire les droits, qui soient respectés.
Malheureusement, il y a encore des failles dans notre propre système. Ce qui fait que les victimes potentielles qui peuvent prétendre à l'injustice s'opposent notamment à cette situation-là. Parce que vous dites la justice, les pays voisins ne reconnaissent pas votre justice. Vous-même, vous décriez sans cesse votre justice. Ce qui fait que l'intitulé tribunal, au sens des droits civils et politiques coulés dans cet acte-là que la RDC a souscrit, qui fait partie, au fait, de la Constitution aujourd'hui, le mot tribunal n'est pas... Donc la définition et sa substance en RDC pose problème. Donc vous ne pouvez pas opposer à quelqu'un de l'extérieur cette situation-là. Nous le décrions nous-mêmes, les chefs d'État l'ont décrié, on a vu la catastrophe au niveau des activités électorales, ce qui fait que ce n'est pas normal. Je ne sais pas très bien comment les étudiants en droit vont faire avec l'instance unique de la Cour constitutionnelle et les retours en arrière. Donc tout ça... Vous avez une approche juridique, mais maintenant je vous amène sur une approche autre que juridique. Ça veut dire qu'au nom de la dignité, au nom de ces morts-là, doit-on justement commercer, nous intégrer, nous interlier avec le Rwanda et l'Ouganda, faire justement cette intégration en passant par perte profit nos morts et toutes nos victimes. C'est ça la question. Monsieur Israël. Je vais juste compléter Israël Moutala. Oui. Parce qu'en France, on a vu que la France et l'Allemagne, il y a eu quand même un tribunal qui a jugé les nazis de Nuremberg. De Nuremberg. Oui. Et donc ici, est-ce qu'on doit commercer avec le Rwanda comme si de rien n'était? On doit s'intégrer avec l'Ouganda comme s'il n'y avait pas eu de guerre. C'est ça la grande question, vous en tant que ministre. Et pour embrayer sur la même question, par exemple avec l'Angola, on a un problème dans la zone d'intérêt commun avec le pétrole, sur la question de pétrole. Va-t-on faire de l'intégration avec l'Angola car nous avons un contentieux qui n'arrive pas à trouver solution? Ce sont des questions que les Congolais se posent. Je vais compléter. C'est vraiment une question pertinente et qui, d'ailleurs, cette question est à la base de cette coopération sous-régionale. On a vu, lorsque le nouveau président a été installé, il a fait le tour de la sous-région. Il a même signé d'ailleurs au Rwanda la fameuse lettre là où ils ont enterré il y a les crânes des victimes du génocide, etc. Beaucoup plus de consensus que de règlement des comptes, ou plutôt des demandes du devoir de la mémoire par rapport à tout ceci. Ici, on parle de 9 millions de morts. J'embraye sur ce qu'a dit Israël Moutala. Est-ce que vous, ministre de la coopération sous-régionale, vous allez, parce que vous voulez commercer, oublier ces morts, oublier les brimades, les humiliations? On vient d'en vivre d'ailleurs en Afrique du Sud, Mbata Mukolo ici à Brazzaville, en Angola, n'en parlons même pas. Comment vous allez faire? Comment vous allez faire? CAC, SADC, CRGL, etc. Comment vous allez faire? Vous allez écran noir et puis on avance, ou vous allez dire quand même devoir de mémoire? Une question vraiment très pertinente. Et le monde vous écoute, monsieur le ministre. Tout à fait. En fait, lorsqu'on est en responsabilité, on doit être investi d'une autre façon d'approcher les choses. Les commerces des émotions doivent être relégués à ceux qui doivent en faire les commerces. Un homme d'État a vocation à dire qui il est, vers où il va. Nous sommes le plus grand pays d'Afrique. Le plus grand pays d'Afrique, c'est la RDC. Les pays de commencement, c'est la RDC. Les pays du bâton du Chango, c'est la RDC. C'est le pays qui a charrié l'intelligence vers l'Égypte antique. C'est la RDC. Vous ne pouvez pas vous permettre le luxe de dire on ne va plus intégrer parce qu'ils ont fait ci. Non. D'abord, l'autorité sur toute l'Afrique. C'est votre devoir, c'est votre mission en tant que peuple élu d'Afrique. Vous êtes aujourd'hui les réceptacles de l'essentiel des matières premières de la planète. Si vous ne faites cette démarche-là, vous serez envahi et dépecé. Nous sommes le pays qui va remplacer tous les pays membres de l'OPEP en termes de carburant par rapport à la transition énergétique avec notre cobalt. Nous avons l'obligation de l'intégration. Et tous ces pays qui sont autour de nous seront dépendants obligatoirement de la RDC. Lorsque vous voulez aller au combat, au vrai combat, mettez-vous en position de force, pas en position de faiblesse. Lorsque on va devoir charrier nos matières premières transformées vers l'océan Indien, on devra utiliser la plateforme Rwanda, Burundi, Tanzanie pour traverser.
Donc il faut oublier nos morts. Non, je n'ai pas dit. Parce qu'on est leader dans la sous-région. Non, c'est pas du tout. La seule chose que ça, c'est la démarche. Ne serait-ce que des excuses publiques, parce Non, que même les excuses publiques, les Congolais n'ont jamais reçu des excuses publiques, ni de l'Ouganda, ni du Rwanda. Ça, c'est l'acte symbolique qui peut déclencher une intégration franche et durable et solide. Je ne pense pas qu'un vrai homme d'État, dans les conditions des affres de la partie Est, se contenterait des excuses. On ne peut pas accepter les excuses. On doit aller vers la réparation. Pas les excuses, ça ne suffit pas. Les excuses, c'est la première étape. Excuses comme première étape parce que le processus judiciaire et juridique est long. Votre approche est celle-là. Mais je pense réellement, c'est pour ça qu'il faut penser avant d'agir, réellement que prenez d'abord de la hauteur et la dimension des forces et de la volonté de puissance réelle. Quand vous vous installez là, les excuses arrivent. Vous n'avez pas d'effort à faire. Tout le monde veut s'excuser. Oh, grand maître. Regardez les comportements de la Corée du Nord, qui fait déplacer le président le plus spécial de la planète aujourd'hui. Il doit se déplacer. Parce que monsieur est en position de force, il a l'arme nucléaire. Dites-vous bien, si vous n'êtes pas armé de cette volonté de puissance, ces excuses sont fantaisistes. En plus, on se moque de vous. Oui, pardon, écoutez, ça c'est bon. Non, non. Nous devons atteindre notre statut naturel de la première puissance africaine. Par le travail, par la conscience, par la dignité, par la souveraineté, par le fait que nous avons aujourd'hui la 9e, il faut que ce soit la première armée dans 5-10 ans. Et alors, en ce moment-là, quand on aura mis en place des mécanismes permettant d'asseoir notre TVA réellement, qu'on charriera vers les trésors publics un maximum d'argent qui sera affecté à toutes ces possibilités-là, nous imposerons, y compris notre propre justice pourra saisir directement. Si vous êtes comme les États-Unis, que votre justice a décidé de condamner un Français, que fera les Français? Rien, parce que c'est les États-Unis. Donc, un quidam d'un pays quelconque africain face à la justice congolaise, à cette hauteur-là, d'une puissance réelle, se soumettra. Mais si vous partez du principe que vous allez vous contenter des choses aussi faciles, on n'est pas dans une église, on est dans les affaires du monde. Il ne faut pas vous contenter des choses aussi faciles. C'est-à-dire, on nous a habitués, lorsqu'on allait à confesse, de nous limiter à accepter des excuses, de faire 3, je vous salue Marie, et les péchés sont éteints. Non, on n'éteint pas les crimes. On doit réparer. Je sens que vous avez des ambitions de puissance. Est-ce qu'on va vous laisser réaliser ces ambitions, monsieur le ministre? Israël Moutala. Cette intégration régionale doit-elle se faire au détriment d'abord d'une intégration nationale? Est-ce qu'on s'intègre? On a une vision d'intégration sous-régionale sans une intégration nationale. C'est ça aussi la grande question. Monsieur, vous avez l'avantage, bon, il y avait errata au niveau de la présentation, vous avez l'avantage d'être en face du formateur à l'ENA sur l'intégration régionale. Si vous allez à l'ENA aujourd'hui, on vous dira, Guillaume Manjolo nous a appris d'abord à commencer par l'intégration nationale. C'est ça. Les cours que je donne là-bas s'expliquent d'abord par l'intégration nationale. Si vous n'êtes pas armé au niveau interne, pour produire, interchanger parmi vous, parce que nous avons la taille d'un continent, si on n'est pas compétent pour saisir toutes les opportunités, irriguer ici et là les possibilités, on n'est pas en mesure de satisfaire en fait l'intégration au sens premier du terme avec nos voisins. Et par conséquent, nous avons l'obligation matérielle de construire l'intégration nationale. À ce titre, j'ai fait une grande réforme. Pour la première fois, je vais déployer les personnels de l'intégration et de la coopération à travers toutes les provinces. Donc il n'y aura pas... En RDC? En RDC. J'ai 3 000... Il n'y aura pas de chevauchement avec le ministère de l'Intérieur ou du Développement rural? Non, ça n'a rien à voir, parce qu'ici, il y a 2 missions précises. Lorsqu'il s'agit de la coopération bilatérale à l'international, nous avons des programmes avec ces pays-là. Prenons l'exemple de l'Allemagne. Sur un point précis, il faut investir dans les Katamas dans tel domaine. Mais il faut qu'il y ait ceux qui ont négocié, doivent faire le suivi de la mise en œuvre jusqu'au bout. Ça, c'est la coopération internationale. L'intégration régionale. Toutes les provinces qui sont à la frontière
ont l'obligation d'intégrer les mécanismes de l'intégration régionale dans leur fonctionnement. Nous avons chez moi à Luisa, par exemple, Kasaï Central avec Lunda Norte en Angola. Nous avons des projets qui sont liés au corridor de Lobito. C'est votre obligé ici qui a rédigé ces mémorandums sous l'autorité du ministre Kalumba à l'époque au transport. Ces corridors recommandent que les provinces frontalières, entre elles, puissent s'intégrer dans leur système, qu'il y aura des passages entre les deux, où il y aura des structures, des infrastructures d'intégration qu'il faut mettre en place. Ce qui fait que j'ai l'obligation de déployer du personnel d'intégration pour le suivi et l'application. En vertu de quoi les finances auraient la DGI, la DGDA et l'OCC, qui appartient plutôt au commerce, qui sont déployés sur le territoire, et ceux qui vont chercher les finances extérieures pour accompagner, pour soutenir les budgets, n'aient pas l'œil sur ce qui se passe sur le terrain pour rapporter aux partenaires ce qui a été fait. Au passage, information, il y a ce qu'on appelle le CCRE, Comité de coordination des ressources extérieures. Il y a 3 ministères qui sont impliqués. La coopération, le plan et les finances. La coopération assume la présidence du comité de coordination des ressources extérieures. Les plans, c'est les rapporteurs, et les finances, les secrétariats. Donc, moi, président de cette structure, j'ai l'obligation de m'enquérir de la mise en œuvre sur le terrain. Je ne peux pas attendre un rapport sans pour autant connaître ce qui se passe sur le terrain. On a bien compris. Donc voilà. J'ai une question maintenant sur le volet coopération internationale. Oui. Vous le savez très bien, l'aide publique au développement, qui est le principal instrument de la coopération internationale, d'année en année, baisse. Je crois que l'année passée, en 2018, il a baissé de 2,7%. Les Occidentaux, les Caucasiens, comme vous les appelez, ne tiennent pas parole. Mais est-ce que vous comptez sur cet instrument pour se développer, pour développer la RDC? Pas du tout, je n'ai jamais compté sur ça. Vous savez, vous n'avez qu'à lire Ma Nation, je l'ai dit en 2007, dans un texte qui est resté, les textes des références, où j'ai dit que n'espérez pas un seul instant que quelqu'un prendrait les pains de la bouche de ses parents pour nourrir les pauvres Africains. Ça n'existait pas. C'était un leurre. Bon, maintenant, nous avons besoin d'orienter le peu qui peut être mis à notre disposition. Comment on fait? Lorsqu'on sera face à eux, il y a cette histoire de transfert des technologies. Voilà la vraie coopération, c'est celle-là. Apprendre à pêcher. Comment voulez-vous que la RDC, un pays qui détient, qui a explosé les tableaux périodiques de Mendeleïev, donc on a tout explosé, on a dépassé ces tableaux. Il contient des matières qui aujourd'hui sont reléguées. Que ces pays ne soient pas en mesure de sortir un câble de cuivre à consommer sur place. Il en sortait dans le passé, on a détruit les industries. Oui. Alors, on fait quoi? On laisse tomber, on à continue comme ça? Maluku et au Katanga. Alors, parce que selon votre paradigme, le Caucasien n'a pas intérêt à nous voir développer, parce que nous leur ferons concurrence. Mais au nom de quoi ils feront ce transfert de technologie? Monsieur Israël, n'espérez pas un seul instant qu'on vous fasse cet honneur. Ça ne viendra pas. Ayez cette conscience. Partez du principe que vous devez vous-même construire votre être, votre avenir. Personne ne le fera à votre place. Il y a le cadre de coopération, des discussions diplomatiques intéressantes, on se tape dans la main, dans le dos, tout ça. Très bien. Mais après tout, chacun rentre chez soi. Et lorsque on a un exemple, mais qui est le plus frappant de tous les exemples, on sort une tonne de cobalt de la RDC, au plus haut prix, on avait atteint 120 000 ou 150 000. Et qu'on prélève là pour la RDC, à l'époque, c'était 2%. Cette même tonne, quand on y injecte de l'intelligence, tonne achetée à 120 000, quand on y injecte de l'intelligence, ça produit entre 7 et 10 milliards de dollars. Vous imaginez? Et vous pensez sincèrement qu'on va vous laisser, on va vous accorder des possibilités pour que vous injectiez l'intelligence vous-même? Mais non, quels monsieur. sont vos moyens de contrainte? Ça, c'est un constat. C'est pour ça qu'il faut apprendre. Vous savez, on a des pays modèles qui ont fait cette démarche. La Corée du Sud, le Japon. Voilà un pays qui a été rasé complètement avec 2 bombes nucléaires sur la tête. En quoi ont-ils investi? Dans l'intelligence. Dans l'intelligence. Il faut conclure, Israël Moutala. Oui, je vais conclure. Oui. Nous appartenons justement à plusieurs organisations sous-régionales.
Mais il n'y a pas de lisibilité. Nous sommes membres de la CEMAC, du COMESA, de la SADC, de la CIRGL, de la CEAC et tout ça. Mais il n'y a aucune lisibilité. C'est beaucoup d'argent pour très peu de retombées. Les Congolais ne savent pas à quoi servent, par exemple, la CEMAC ou le CEAC, mais à quoi servent toutes ces organisations régionales auxquelles nous appartenons, parce que nous cotisons, à quelle hauteur et pourquoi. Il y a même nos fonctionnaires là-bas. Juste une petite information. On n'est pas membre de la CEMAC. En fait, la CEMAC, oui, je vais venir, mais on a une sorte de compromis dans les cadres de la FED et son application au niveau de la CEAC. C'est négocié au cœur de la CEMAC. On n'est pas membre de la CEMAC, mais sur ce point précis, nous négocions avec la CEMAC. Ça, c'est vraiment, on n'est pas membre à part entière de cette communauté-là. Bien. Mais on est membre. On est parti à 3 CER seulement. 3. SADC, CEAC, COMESA. Pour quelle raison? D'abord, il faut remonter le temps. La CEAC, c'est la vocation à piloter l'Afrique centrale qui a été déployée par le président Mobutu. Et c'est un honneur d'être le patron d'une région. À notre taille, c'était normal et ça reste toujours normal. La SADC, c'est Kabila père, suivi de Kabila fils. Pour notre sécurité, c'était capital. Il fallait absolument protéger nos frontières avec des amis de l'Afrique australe pour protéger cette unité nationale et nos frontières. C'était capital, il fallait le faire. Et moi, je continue à penser qu'on doit maintenir nos relations avec la SADC dans ce cadre-là. Donc, vous voyez, la mission de l'autorité, de la supériorité, de la gestion de la locomotive pour la CEAC, la mission de la protection de nos frontières, et d'ailleurs, la brigade d'intervention, ce sont les membres de la SADC. La protection 98, 2001, 2002, c'est toujours la SADC. Sand City, c'est toujours la SADC. Les pères de la Troisième République, avec sa constitution venue de Sand City, Joseph Kabila Kabange, c'est toujours la SADC. Maintenant, les COMESA, Mobutu aussi à l'époque, début des années 90, le marché s'ouvre. Le poids lourd du marché, c'est la RDC. Donc, vous avez d'un côté les marchés... Qui vend combien? Qui vend quoi? Mais, vous savez... Les Tanzaniens vendent plus, les Rwandais aussi, les Ougandais, et nous, qu'est-ce qu'on va comme ça, s'il vous plaît, monsieur le ministre? On ne peut pas se prévaloir de nos propres turpitudes. Vous avez un marché qui est à votre portée, à votre disposition. Nous pouvons déverser la banane plantain à travers toute l'Afrique australe et orientale. Il suffit de produire, les gens attendent. Vous ne faites pas le travail, vous vous plaignez sans cesse. Faites ce travail, investissez dans l'intelligence de la production et vous allez inonder le marché, vous allez faire de la fortune. Vous avez un marché qui vous appartient. Nous sommes quasiment actuellement plus ou moins 100 millions. Au niveau de l'espace austral, nous sommes numéro 1. Nous avalons quasiment tous les pays. On peut le soumettre par rapport à nos produits. Mais on ne travaille pas. On ne travaille pas. Vous êtes le gouvernement, monsieur le ministre. C'est vous qui devez travailler. Mettez les Congolais au travail. Mais non, mais le travail, c'est aussi l'initiative individuelle. Moi, je ne suis pas dans la conception communiste des choses. Les gens doivent apprendre à initier. L'énergie qui est déployée à insulter les gens sur Internet devait être déployée à réfléchir, à construire, à faire des choses. Juste... Merci, monsieur le ministre. Et vous vous adressez au patron des réseaux sociaux qui fait un travail extraordinaire. Oui. Non, 7 sur 7.cd. Oui, oui, absolument. Mais c'est meilleur site, un des rares médias où c'est raffiné, c'est pointu, c'est ciselé et c'est poétique. Et c'est Moutala. Merci des compliments, monsieur le ministre. Je termine avec une dernière question. C'est par rapport aux retombées de la francophonie et ensuite le budget prévisionnel du sommet que nous allons organiser en 2021. Ça sera, je l'espère bien, sur votre magistère. Et ensuite, une sous-question. C'est un rapport avec la question de comment dirais-je, de l'aide au développement. Parce qu'il y a une plateforme au ministère du Plan qui agrège en principe l'aide au développement et qui nécessite à ce qu'on puisse mieux orienter l'aide au développement, parce qu'il y a parfois chevauchement entre les aides dans le même secteur alors que les besoins se font sentir ailleurs. Et puis la toute dernière justement, c'est comment vous avez accueilli la demande d'élever des sanctions du président de la République contre les anciens dignitaires du régime. Parce que est-ce qu'on peut coopérer avec des États qui ont sanctionné des hauts responsables congolais? Les Américains ont dit non, pour votre précision. Les Européens ont dit peut-être. Par rapport à l'aide, puisque la question c'est d'abord l'aide, je vous ai dit ici qu'il faut remettre en place les mécanismes du comité de la coordination des ressources extérieures.
On doit s'asseoir autour d'une table avec la VPM en charge du plan, avec mon ami Sélé en charge des finances, pour discuter comment on va devoir faire. Il y a une sorte de cacophonie dans la gestion de tout ça. On se trouve avec les PNUD par ici, la Banque mondiale par là, les fonds monétaires par là, et la Chine par ici. C'est un peu... Il faut qu'on puisse regarder les choses au plus près. Le plan a les DCRP 1 et 2 qui ventile les possibilités à dispatcher sur le terrain et qui a des cadres précis dans lesquels, si on veut se développer, voilà les couloirs à suivre. Asseyons-nous autour de la table avec tous ces instruments à notre disposition. Maintenant, quand on mobilise les ressources extérieures, on doit les affecter en fonction des priorités. Aujourd'hui, nous avons des priorités notamment liées à la gratuité de l'enseignement. On doit regarder de plus près. Moi, je propose notamment l'affectation de certaines ressources pour faire des incubateurs autour des écoles professionnelles. Donc, c'est une option qui permettra de booster, au fait, la production. Bon, il y a d'autres idées aussi. Sur ce plan-là, je pense qu'on doit s'asseoir et discuter. Je vais le faire dans pas très longtemps avec le ministre de la Recherche scientifique et celui de l'ESU et celui de la formation professionnelle autour de ce que je dois amener pour eux. C'est-à-dire, d'un côté, affecter directement aux écoles pour créer ces incubateurs et de l'autre côté, trouver les jumelages entre les centres de recherche, d'abord appliqués, pas fondamentales, c'est plus complexe, fondamental. D'abord appliqués. Vous voulez nous aider, mais mettez en jumelage une de vos universités polytechniques avec une des nôtres. On en a deux performantes, celle de Lubumbashi et celle de Kinshasa. Plus celle de Matata Mponyo. Tout à fait technologique. Bon, on peut y ajouter, mais je suis sur les structures de l'État. Bon, voilà, on part sur ces principes-là. Maintenant, votre dernière question était sur l'intégration sur les sanctions. Vous allez, sur les sanctions. Vous allez faire de l'intégration, de la coopération avec des États qui ont sanctionné et le chef de l'État a demandé que ces sanctions soient levées. Un commentaire là-dessus? Mais regardez tout simplement, parce que la démarche du chef de l'État est cruciale, elle est nécessaire, elle est vitale. On ne peut pas, dans un pays où on n'a jamais eu d'alternance, avoir une alternance pacifique, apaisée, qu'il n'y ait pas de morts dans cette République. Le monde entier devrait applaudir. En fait, il n'attendait pas ça. Il s'attendait à la déflagration qui n'a pas eu lieu. La démarche du chef de l'État est juste. Maintenant, on va revenir d'un pas en arrière pour dire seuls les pays qui ont encore la faiblesse de l'autorité, ce qui sont sanctionnés. Il m'en souvient dans les années 90 ou 2000, me semble-t-il, la Belgique avait institué cette fameuse règle de la compétence universelle. Un des présidents américains était concerné. Il devait passer par la Belgique. Il devait atterrir en Belgique. On a demandé, les États-Unis ont demandé à la Belgique de retirer cette loi-là. De retirer, de l'éteindre. Ça a été fait. La volonté de puissance. Si vous êtes puissant, imaginez-vous demain, les batteries pour la transition énergétique se font en RDC. Que le monde entier est à nos portes pour accéder à ça. Vous pensez qu'on pourra sanctionner un Congolais? Impossible. Tout le monde sera gentil parce qu'il doit se fournir en carburant. Merci beaucoup. Et je raccompagne Israël Moutala. Je sais qu'il a toujours des questions. Il y aura tout à l'heure en aparté des questions-réponses au ministre et pourquoi pas au monde de son cabinet. L'autre dame de fer, c'est Nancy Wodia, que vous connaissez certainement depuis une dizaine d'années. C'est l'une des premières, venez madame, à avoir inauguré le fauteuil blanc il y a plus de 10 ans, à l'époque, journaliste à Congo Web, aujourd'hui grande journaliste et par ailleurs. Bienvenue. Merci. Vous avez le ministre et soyez gentil avec lui. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. En 2013, j'ai eu, en tant que journaliste, à produire un documentaire. Je suis allée au Zimbabwe, en Zambie, Kasumbalesa de côté. J'ai voulu en fait constater l'effectivité de la mise en application ou la mise en place de la zone de libre-échange dans le cadre du COMESA. Il faut dire que pour ce qui est de la République démocratique du Congo, le pays était largement avancé à cette époque-là. Je me disais que 5 ans plus tard, on ne parlerait plus de la douane congolaise, on serait vraiment dans l'intégration économique régionale. Apparemment, il n'y a rien eu après.
Tout à fait. C'est-à-dire que autant on était dans les mesures provisoires à l'époque, c'était encore opérationnel, autant en 2015, justement en 2015, les 30 ou les 31 décembre 2015, la RDC a ratifié et a envoyé l'instrument des ratifications, j'étais encore aux affaires étrangères, c'est le ministre Raymond Tshibanda qui l'a envoyé, au COMESA, pour notre participation effective à la zone de libre-échange du COMESA. Sous papier. Tout à fait, mais attendez, comment ça se passe? Dans un premier temps, on a commandé une étude, et c'est un Congolais qui a fait cette étude, M. Omombo, sur l'impact de notre participation à la zone de libre-échange du COMESA. L'impact était de 0,01 et des poussières en termes de pertes de profits douaniers. Et alors, il y a un mécanisme de péréquation qui est organisé au niveau du COMESA avec la banque de la ZEP pour couvrir les manques à gagner. On a consenti. Et entre-temps, ou avant même qu'on arrive là, on a répertorié les produits sensibles, c'est-à-dire que les produits qui ne peuvent pas être concurrencés. Avec le secrétaire général Nkoyi à l'époque, on a travaillé très durement avec toutes les instances, DGI, DGDA et tout ça, pour envoyer cette liste. Mais malheureusement, cette liste est vide, parce qu'on ne produit pas grand-chose. C'est ça le problème. Donc on est assis sur la consommation de produits extérieurs, européens ou africains, on ne produit rien. Et on refuse l'intégration alors qu'on ne produit même pas. C'est ça les soucis. Donc, après avoir envoyé cette liste, il aurait fallu directement démanteler l'annexe au code douanier. C'est cette annexe-là qui fixe les barèmes et les structures tarifaires et non tarifaires pour passer d'un pays à l'autre. C'est cette annexe-là. Il fallait démanteler ça. Autant on a accédé, on a signé, on a ratifié, mais le démantèlement de cette annexe recommande que les ministres des Finances fassent un arrêté spécial à envoyer au niveau de la douane pour l'exécution. Ça n'a toujours pas été fait. Pourquoi, monsieur le ministre? Ben oui, mais c'est-à-dire qu'il y a à la fois la résistance, quelque part, de la douane, parce qu'il y a un manque à gagner dans ce secteur-là, pour eux, directement. Et puis, il y a aussi, au niveau de lenteur administrative, au niveau de chez nous. La vérité est celle-là. Mais maintenant qu'on est là, j'ai l'obligation de rappeler, de discuter avec les collègues José pour aller plus vite. Ils n'ont qu'à faire un effort parce qu'ils cherchent les investisseurs qui viennent ici pour transformer les matières premières. Et comme ça, on peut inonder ça sur le marché africain. On n'a pas à rester dans un mariage monogamique avec la douane. Justement, si j'allais en arriver à ce point-là, est-ce que ce mariage-là peut être rompu? Le mariage entre la douane congolaise et le financement du budget, parce qu'il me semble que le budget de l'État est financé en grande partie par la douane. Non, numéro 1, c'est la DGI, la douane vient en deuxième position. Mais simplement... Merci pour la précision. Oui, donc là, les budgets prochains seront autour des 2 milliards 200 ou 300 pour la DGI et on sera autour de 2 milliards 100 pour la douane. Mais quel est ce pays qui vit encore de la douane dans le monde, notamment au niveau européen? Il n'y a personne qui vit de la douane. La RDC. Mais la RDC doit sortir de là. C'est ce que j'appelle le mariage monogamique. Ça ne sert à rien. Ça vous rend faible, ça ne vous permet pas d'être créateur. Nous sommes, comme dit mon ami Kamana, un pays de commencement et de la créativité de création. Vous ne créez plus rien. Depuis les bâtons d'Ishango, il y a 20 000 ans, dont nos ancêtres étaient ingénieux et créaient même les mathématiques. Nous, les descendants, nous sommes incompétents pour créer la moindre chose. Nous sommes collés aux habitudes créées par les Belges. On continue à se nourrir avec ça. On doit sortir de là. On doit s'affirmer. Il faut produire. Monsieur le ministre, mais excusez-moi, en vous écoutant, c'est comme ces opposants qui font toujours des discours de productivité, les bonnes intentions, etc. Je vous rappelle que vous êtes ministre. Hein? Mais tout à fait. Et ministre d'État. Tout à fait. Mais et donc, écoutez, vous décidez. Mais je suis en train de dire... Épargnez-nous, s'il vous plaît, ce que j'ai dit. Les ambitions et les envies. Non, 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 non. Ce que je suis en train de dire... Moi, je réponds aux questions en disant ce que je vais devoir faire. Il s'agit de ça. Lorsque je parle des incubateurs, ce sont des solutions pour pouvoir transformer, créer de la richesse. Ce n'est pas juste la campagne, la propagande. Je ne suis pas fort en slogan. Je suis incompétent pour ça. Je suis peut-être un peu fort à la pensée et la pratique et la mise en œuvre. Donc, partant de là, ce que j'ai dit, c'est ce que je vais devoir faire. Parce que l'histoire du mariage monogamique, je tiens ça de qui? Du ministre Raymond Tshibanda Mulongo, à l'occasion d'une rencontre qu'on a eue en Afrique du Sud, qui a lancé ça. J'ai trouvé ça très doux, très beau, très subtil.
et j'emploie ça, j'estime qu'il avait totalement raison, j'ai le devoir d'employer ça. Le président Kabila avait ouvert la porte à cette possibilité-là. Le président Tshisekedi arrive, fait la tournée de la région. Ces éléments-là, il faut prendre ça en considération. C'est-à-dire que la volonté d'intégration est montrée, la direction est montrée par le leadership du pays, aussi bien FCC que CACH. Nous avons l'obligation, nous, en tant que ministre, de mettre ça en œuvre. Donc, j'ai le blanc-seing, j'ai le passeport pour faire l'intégration selon les indications qui sont claires de la part du chef de l'État actuel et de mon chef du FCC qui a indiqué la route aussi bien sur le plan militaire que sur le plan de l'intégration propre. Donc voilà, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Continuez. D'accord, mais il n'y a pas que la zone de libre-échange, il y a l'union douanière, il y a le marché commun. Nous avons signé pour adhérer à toutes ces structures, mais vous ne pensez pas qu'aujourd'hui la RDC est un peu comme un problème dans toutes ces organisations? Les autres pays avancent, ils évoluent dans le processus, mais nous sommes toujours au point zéro. Bon, les soucis qu'on a pour l'instant, c'est qu'il y a des mécanismes nécessaires à l'intégration qui n'ont jamais été mis en œuvre. Un exemple, c'est la CCI, la contribution communautaire pour l'intégration, qui a été instituée depuis 2003 au niveau de la CEAC, qui veut que tous les produits hors communautaires soient taxés pour que les ministères qui ont en charge l'intégration perçoivent une petite quotité lui permettant de mettre en œuvre toutes ces activités de l'intégration. Ça n'a jamais été fait. On doit mettre ça en œuvre. Un élément. Il y a l'entrée des produits, notamment sur les corridors qui commencent au niveau de Mombasa, qui fait qu'il y a un prélèvement particulier à négocier avec la douane qui revient au corridor. Un exemple, c'est que ces corridors-là, qui partent de Mombasa, la RDC est en avance des paiements de ses cotisations parce qu'il y a un surplus d'argent. Donc, en mettant en place tous ces mécanismes internes, nous serons à jour avec nos contributions. Premier élément, parce que la pleine participation recommande que vous soyez en règle avec vos contributions. Maintenant, la juxtaposition des CER et la route ou les boulevards vers l'Union africaine au sens du marché commun de l'Union douanière nous invite, nous, au niveau interne, à faire un certain nombre, à remplir un certain nombre de préalables. Parce que nous allons vers la rationalisation, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est-à-dire que lorsque vous réduisez le nombre d'appartenances à une seule appartenance, ça devient la rationalisation. Nous sommes déjà lancés dans ce cadre-là dans la tripartite, SADC, EAC, COMESA. Donc on a lancé à Sharm el-Sheikh il y a quelques années. Okay. Donc ce même mécanisme va s'appliquer avec toutes les CER pour aller vers l'Union africaine pour les marchés communs et l'Union douanière. Mais simplement, on va au rythme des pays par rapport à d'autres. Il y a des pays qui ne sont pas encore prêts. Pour l'instant, nous ne sommes pas prêts. Mais il nous faut peu de choses pour être prêts. Il faut booster le processus. Monsieur le ministre, c'est vrai que les 2-3 dernières années, il n'y a presque rien eu dans ce domaine. C'est mon constat en tant que journaliste. Bon, j'ai le devoir des réserves par rapport à la critique de ceux qui m'ont précédé. Je ne peux pas me permettre de dire quoi que ce soit. Mais simplement, nous avons passé aussi une période très difficile entre fin 2015, 2016 et 2019, en rapport avec la situation interne politique, les élections qui ont été repoussées pour des raisons qui sont tout à fait légitimes, et les rapports avec l'extérieur qui étaient complexes. Il fallait d'abord se focaliser sur la résolution de ces problèmes, de sorte à ce qu'on puisse tenir nos élections et faire la passation du pouvoir. Je pense que dans l'ordre d'évaluation, la hiérarchie des choses, c'était capital de finaliser ce processus électoral et politique avant de revenir aux fondamentaux, notamment l'intégration. Ce qui a été fait, ça a été justement et légitimement bien fait. Maintenant, nous sommes à l'heure de pouvoir reprendre notre place, notre leadership en tant que locomotive de l'intégration régionale africaine. L'idée de France Fanon ne doit pas rester selon la gâchette et tout ça. L'idée de France Fanon est beaucoup plus que ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire l'Afrique sans la RDC. La RDC est une sorte de centre, l'étoile qui va dans tous les sens, qui produit de l'énergie et de la bonne volonté pour permettre à ce que les autres puissent être irradiés par notre savoir et nos biens et nos produits. C'est ça qu'il faut faire. Tant qu'on n'a pas fait ça, sur le plan énergétique, on ne s'en sortira pas, par exemple. Merci beaucoup. Je m'arrête là, monsieur Jean-Marie. Oui. Nous recelons plus ou moins 100 000 mégawatts, le potentiel. 42-43 au niveau de l'espace Inga. Les restes un peu partout à travers la République. Je suis en discussion avec le Japon par rapport à Toshiba qui peut nous mettre des petites structures rapides dans tous les chefs-lieux des territoires
qui coûterait 150 à 200 000 pour avoir l'éclairage, des petites activités autour de ça, la petite industrie, cette fameuse industrie dont disait Stanley dans sa correspondance, dans une lettre qui est reprise dans Les Crimes du Congo de Conan Doyle, il dit ceci. Je suis arrivé à Irebu, 1883 s'il vous plaît, 83, 1883. Je suis arrivé à Irebu, la populeuse Venise du Congo. J'y ai trouvé un début d'industrie, une connaissance parfaite de la géographie, une diplomatie. Ce peuple, si on le laisse faire, il ira loin, mais à son rythme. Merci. J'ai une toute dernière question. Alors très vite, très vite. Ne vous laissez pas sublimer par le ministre. Hein. Concluez parce que nous sommes en direct, madame. D'accord, merci. Vous vous occupez d'un méga ministère. Vous avez la charge de l'intégration régionale, la coopération internationale et également la francophonie, dont le sommet se tient en 2021. Les Jeux plutôt, il ne s'agit plus du sommet. Les Jeux de la francophonie sont prévus en 2021. Vous ne pensez pas qu'on est un peu en retard concernant les préparatifs? On devrait déjà être plein dedans parce qu'il y a des infrastructures qu'il faudra tout construire et tout ça. Les villages, tout ça. Qu'est-ce qui bloque en ce moment? Les équipes? Non, c'est-à-dire que le fait qu'on n'ait pas eu un gouvernement assez tôt a posé un souci. Parce qu'il faut un gouvernement qui engage. Un gouvernement transitoire, ce qui fait qu'il fallait attendre l'installation du gouvernement, l'investiture du gouvernement. C'est fait. La RDC, c'est un pays particulier qui a la capacité, et ce n'est pas forcément bien, de faire les choses en peu de temps. On l'a fait avec la SADC. Mais je pense qu'on doit sortir un peu de ces styles-là et passer maintenant à la réalité des choses en accomplissant pas à pas ce qui est recommandé, selon les rythmes recommandés. Nous sommes aujourd'hui en discussion avec le Premier ministre. Je lui ai transmis déjà le projet de décret instituant les comités nationaux qui doivent devoir piloter la francophonie. Une fois que j'ai les retours du chef, obligatoirement, je lance. On peut démarrer. Et on l'aura, je pense, j'ai une rencontre avec lui sûrement s'il me l'accorde, si son agenda le permet, demain, pour en parler. J'essaierai avec les ministres en charge du sport, de la jeunesse, la recherche scientifique, de la culture, qui sont déjà dans une sorte de task force que j'ai réunie chez moi pour pouvoir parler de ces choses-là. Nous avons une même pensée, une même vision, comment il faut faire les choses. Mais il faut bien les faire en regard des règles, ce qu'on appelle l'état des droits, au sens pratique du terme et réel du terme. On ne peut pas instituer une structure de cette hauteur, cette grandeur, sans l'autorisation ou sans la mise en forme par les chefs du gouvernement. Parce que dans la structure, les hauts conseils, il y a des ministres dedans. Moi, ministre de la coopération, avec mon arrêté, je ne peux pas prendre un arrêté incluant les ministres. C'est au niveau des hauts fonctionnaires. Exactement. Donc, ce qui fait que celui qui est au-dessus de nous va instituer la structure et les hauts conseils, où se trouve là le ministre, donc c'est lui qui institue ça. Mais les tâches d'en bas, les comités nationaux, qui est le comité exécutif, sera par arrêté. Pour l'instant, il y avait un arrêté sui generis, un arrêté ad hoc qui a été mis en place pour permettre à ce qu'on rattrape l'organisation des Jeux. C'est très bien, ça a été bien fait parce qu'il fallait parer au plus vite. Dans la mesure où on était dans une période, il ne fallait pas... les textes ne pouvaient pas être élaborés et proposés. Donc voilà, ce qui fait que ça sera fait très bientôt. Merci beaucoup, merci madame, on peut l'applaudir ainsi aux gens. Je sais qu'il a toujours des questions et beaucoup de questions d'ailleurs. Je signale, monsieur le ministre, que vous avez invité également John Lungila, qui est le journaliste à Congo Web, qui a aussi sa plateforme, Walter Nkouyi de Top Congo, Serge Makoro de Digital Congo, qui vont poursuivre justement le traitement de cette émission dans leurs médias respectifs, comme ceux qui sont à la maison, qui nous suivent aussi bien en direct et à travers le monde. Mais ici, nous sommes en direct aussi, parce qu'on est limité par le temps. J'aimerais que vous mettiez debout quand même, parce que c'est comme ça qu'on mesure si vous avez été assommé ou pas par des questions. Est-ce que vous pensez avoir convaincu cet auditoire? Parce que je ne parle pas de votre cabinet, je parle de ceux qui sont chez eux, qui nous ont suivis attentivement. Au-delà de la dialectique, hein, de votre aisance dans le verbe, est-ce que les arguments, selon vous, ont été pertinents? Selon vous? Ce serait prétentieux, c'est lui qui se juge lui-même. Je n'ai pas cette prétention-là. Je laisse aux autres, ceux qui ont regardé, de dire si effectivement j'ai convaincu ou pas. Mais me semble-t-il, les médecins qui expliquent la situation en fonction de son art doivent être respectés en cette conséquence-là.
Mais les résultats, c'est ce qui déterminera effectivement si j'étais à la hauteur ou pas. Maintenant, on ne peut pas dire, oui, il a donné des indications. Ce ne sont que des indications, précises peut-être, mais encore incertaines. Il faut rester modeste. Vous savez, l'étude d'aujourd'hui, c'était ça. La modestie dans la proposition. La participation partant du principe que on ne peut pas achever une œuvre de son vivant. On peut accomplir sa part dans cette œuvre humaine, les autres viendront compléter. Je suis à la suite des précédents, des Nguz Karibon, des Ramochi Banantunga Mulongo, de Cheo Kitundu, d'autres que j'oublie, dont j'oublie les noms. Donc je participe aussi dans cet édifice extraordinaire qu'on appelle la RDC. Les Congos de Kimbangu, de Kimpavita, les Congos de Lumumba, de Kabila, ces Congos de Tshisekedi. Ces Congos-là qui nous sommes appelés à construire, avec le respect des uns des autres, de tous les peuples qui font partie de cette entité qu'on appelle les Congos. Et par conséquent, ma participation, ma contribution, ma modeste contribution, qui part de la pensée, de la réflexion à l'application, doit être appréhendée en termes des résultats qui surviendront au terme de mon mandat. Merci, monsieur le ministre. On va vous suivre de très près. Vous savez, les journalistes, on a ces défauts, c'est de scruter au jour le jour pour marier la parole et l'acte et l'action. Saluez votre cabinet qui est là. L'émission est terminée. Merci. Voilà, saluez votre cabinet et moi je vous remercie. En précisant à ceux qui nous suivent chez eux que vous aurez la possibilité de revivre cette émission en direct parce que ça sera diffusé sur votre chaîne, mais également en ligne sur Internet parce que nous avons toutes les plateformes. Et la fois prochaine, vous aurez d'autres invités ici même pour parler d'eux et de la prochaine fois. À très bientôt, même plaisir.